Bonjour, je vais te présenter le logiciel Sketchbook en trois parties. Il y aura d'abord une partie sur l'interface du logiciel, ensuite sur les principaux outils que l'on peut voir dans la barre d'outils à ce niveau et au niveau des pinceaux, et enfin les autres outils qui sont disponibles mais que l'on utilise beaucoup moins car c'est plus occasionnel. Alors, en premier lieu, lorsqu'on démarre Sketchbook, on se retrouve avec cette grande page blanche qui en fait fait la taille du reste de l'écran qu'il occupe. Je m'explique. Si l'on va dans ce niveau-là, dans l'image, taille de l'image, on voit que c'est à peu près la taille de mon écran qui fait 1920 sur 1080. On peut tout à fait modifier la taille de cette... on peut tout à fait modifier la taille de cette feuille de papier virtuelle en mettant la valeur que nous voulons. Si on garde conserver les proportions, cela va effectivement garder le même format de la page, mais en donnant plus de pixels à la feuille de papier. Si l'on veut par exemple avoir une feuille format portrait, il suffit alors de décocher conserver les proportions. Donc ça, cette fenêtre elle me fait chier. On met 3000 par exemple, et là on met une largeur plus petite. Et là on se retrouve avec effectivement un truc format paysage, mais c'est un peu trop long. Donc là, je redécoche, je conserve les proportions. Et si quelqu'un sait comment j'enlève ça, parce que ça, à chaque fois ça pop, ça m'énerve, merci de me le dire. Bon, on va garder ça, tant pis. Alors ensuite, la particularité de Sketchbook, c'est d'avoir une certaine ergonomie et simplicité au niveau de l'interface, car ce sont que des fenêtres flottantes qui peuvent être mises n'importe où l'on veut, et qui peuvent être supprimés en cliquant sur le coin au bord en haut à droite pour avoir le minimum d'éléments que l'on veut. Si on veut les refaire apparaître, il suffit d'aller dans Fenêtres et là on clique pour faire réapparaître les fenêtres dont nous avons besoin. Je vais présenter chacune de ces fenêtres, si j'arrive à les remettre. Il n'y en a pas beaucoup donc ça va. Ça ne marche plus. Alors, d'abord, il y a des fenêtres pour les couleurs, une bibliothèque copique qui est directement inspirée par les feutres copiques. Si on a l'habitude de faire du dessin traditionnel avec ces feutres, ça peut être très utile parce qu'ils reprennent, les couleurs qui sont utilisées avec ces feutres. On peut même avoir des couleurs complémentaires pour pouvoir faire des jolis assemblages de couleurs. Ça ne veut rien dire, je suis désolée. Voilà, il y a aussi design, etc. Ensuite, il y a la roue chromatique qui est très pratique parce qu'elle existe en trois parties. Lorsqu'on déplie à ce niveau, on voit qu'il y a plein de couleurs déjà disponibles. En fait, celles-ci permettent de créer une palette de couleurs. Par exemple, là, on voit que j'ai sélectionné un bleu assez grisâtre. Et bien, je peux directement le mettre ici pour pouvoir le réutiliser quand je veux. Si je veux mettre du rouge, je le fais aussi. Et je peux aussi le remettre sur les couleurs qui existent déjà. Ensuite, si on clique sur ce petit bouton, on a la possibilité aussi d'avoir la roue chromatique avec le complément teinte, saturation et luminosité, ou en RGB pour avoir plus de bleu, plus de vert ou de bleu. Ah non, ça c'est rouge, merde. Je dis trop de gros mots, désolé. Et randomiser qui sert à chercher précisément des couleurs complémentaires ou je sais plus. Non. Cette roue chromatique possède aussi un outil pipette qui permet de sélectionner la même couleur affichée à l'écran pour pouvoir la réutiliser, mais aussi un outil sorte de gomme transparente qui transforme le pinceau en gomme pour pouvoir facilement passer de la couleur à la gomme, ou inversement. Bien sûr, ces deux outils ont des raccourcis que l'on peut modifier dans Préférences. Ça, je le montrerai tout à l'heure. Ensuite, il y a
la fenêtre de calque qui est aussi extensible, comme toutes les fenêtres. Ça, c'est très pratique. Au début, il y a toujours un arrière-plan qu'on ne peut pas enlever, mais qui permet que l'on ne peut pas enlever, mais où l'on peut changer la couleur. Pour créer un nouveau calque, il suffit d'appuyer sur le petit plus. Un groupe, pour pouvoir ranger les calques, il suffit d'appuyer sur le sort de petit dossier et on les glisse à l'intérieur. Alors pour cela, il faut s'assurer que le groupe est ouvert. Ça veut dire que la flèche est vers le haut. Moi, j'arrive pas à... Voilà. On remarque les calques qui sont dans le groupe par le fait qu'ils ont une sorte de petit liseré gris. Ensuite, ici, c'est pour pouvoir importer une image. Là, c'est pour effacer tout ce qui est sur le calque. Et là, c'est les mêmes fonctions, mais de façon avec une petite fenêtre qui apparaît. Il y a aussi ces fonctions que l'on retrouve ici. On peut directement les avoir ici en maintenant appuyé avec la souris ou avec le stylet. Et on fait glisser sur la roue qui permet soit de renommer le calque, pour pouvoir l'appeler par exemple calque 2. On peut le faire fusionner avec le calque du dessous ou avec tous les calques qui existent. Ensuite, là, il y a verrouiller le calque. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de modifications sur le calque, c'est-à-dire dessiner, le supprimer, etc. Ensuite, là, c'est pour le rendre invisible, pour qu'on ne le voit plus. Par exemple, je dessine un rond, et si je le mets invisible, on ne le voit plus, mais il existe encore. On peut aussi appuyer directement sur le petit œil. Ensuite, il y a en haut dupliquer le calque, c'est pour créer le calque de façon identique. Voilà. Et ensuite, ajouter un nouveau calque pour faire encore un nouveau calque et continuer à dessiner. Voilà, je fais des trucs, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et enfin, on peut les supprimer si on veut. Une des choses qui est pratique, c'est de pouvoir ajouter des petites couleurs en maintenant encore appuyé et en mettant des couleurs, pouvoir différencier les calques les uns des autres plus facilement lorsqu'on se retrouve avec énormément de calques. Voilà. Alors là, je viens de comprendre que le randomiser, ça permet en fait d'avoir une sorte de stylo arc-en-ciel qui fait des couleurs aléatoires. Bon, si on ne cherche pas cet effet, ça ne sert à rien de le garder. Ensuite, la lagune qui est assez obsolète parce que les pinceaux des raccourcis qu'elle a sont pas très pratiques. Et c'est pareil pour les couleurs, elle n'en dispose pas de beaucoup. Et tous les autres outils qu'elle présente, on peut les avoir sur des raccourcis directement sans passer par elle. Donc on va la faire disparaître. Merde, c'est pas ça. Alors, comment on la fait disparaître? Bon, alors pour la faire disparaître, on appuie sur la lagune et hop, elle est plus là. Si on veut la refaire apparaître, mais on n'est plus là. Alors, ensuite, il y a les pinceaux. Au début, ils sont très nombreux et on peut encore en rajouter. Et cela peut perdre un peu les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des pinceaux numériques. Alors, pour cela, je conseille d'abord utiliser seulement la catégorie basique. Celle-ci n'est pas disponible directement sur les anciennes versions. Donc pour cela, j'ai dû la télécharger sur le site officiel de Sketchbook. Il se trouve là. Je mettrai le lien. Et elle s'appelle The New Basic. Elle est très complète parce qu'il y a des pinceaux pour faire du dessin, de la peinture, ou du tracé, du crayon, etc. Il y a un peu de tout. On peut voir aussi sur le site qu'il y en a plein d'autres disponibles. Ceux-ci sont directement issus de Sketchbook pour téléphone, car ils ont des pinceaux différents de Sketchbook pour PC. Ensuite, sur le même lien, il mène aussi à un Reddit où une personne a mis un pack de brushes ou
il y a vraiment plein de pinceaux. Mais bon, ils ne sont utiles que si l'on cherche des effets très particuliers, comme des textures ou des effets de peinture traditionnelle. Donc pour l'instant, si on n'a pas l'habitude d'utiliser de tels pinceaux, ce n'est pas très utile. Enfin, la fenêtre des pinceaux a aussi ce système avec une roue qui permet, bon ça ne veut pas s'afficher, qui permet d'avoir différentes fonctionnalités. Déjà, on a la fonctionnalité broche définie sur palette. Ça veut dire que cette catégorie, Inkerred, si je la mets là, elle va apparaître sur ma sorte de mini fenêtre de pinceau. C'est pratique si l'on ne veut pas avoir la grosse fenêtre, juste une petite fenêtre avec les pinceaux les plus utiles. Je vais la faire apparaître. On peut aussi la refaire apparaître avec ça. Ensuite, nous avons exporté l'ensemble des pinceaux, c'est-à-dire on peut exporter la catégorie pour la transférer sur notre appareil, ou etc. On peut aussi en importer une, et là, elles apparaissent directement en dessous de la catégorie. Ensuite, si on n'en veut plus, ben on la supprime. Les autres fonctionnalités servent à soit supprimer les pinceaux, un par un, si on le veut, à copier le pinceau, ça veut dire que le pinceau qu'on a sélectionné, on va le copier sur la catégorie que l'on a choisie. Par exemple, là, je viens de copier celui-là, ici. Comme je n'en ai pas besoin, je vais le resupprimer. Ensuite, on peut aussi créer un nouveau pinceau avec des paramètres particuliers, en importer directement et faire ce que l'on veut avec. Pour tout ce qui est paramètres de pinceau, on peut y accéder ici, avec les trucs de base, qui est la taille et l'opacité, qui est assez pratique. Mais il y a tous les paramètres plus avancés que l'on retrouve à ce niveau, où je pense que je les expliquerai dans une vidéo à part entière, car ça va être très long. On peut ainsi l'exporter, le pinceau, ou le réinitialiser. Par exemple, si on a commencé à modifier tous ces paramètres et qu'il n'a plus du tout l'effet que l'on voulait, il suffit de le réinitialiser, et voilà. Si on a envie, créer notre propre catégorie qui sera vide, et on peut importer les pinceaux qui nous plaisent pour par exemple faire du manga ou de l'illustration. Voilà, c'est n'importe quoi. Et après on l'épingle et voilà, on peut l'utiliser comme on veut. Alors, lorsque une catégorie est épinglée, on ne peut pas la supprimer, donc il faut pouvoir épingler une autre pour pouvoir la supprimer. Voilà. Ensuite, tout ce qui est dans les outils que l'on va utiliser se retrouve dans cette barre qui est vraiment très utile. Ici, c'est annuler, revenir. Pour la plupart des personnes, c'est CTRL Z, CTRL ALT Z ou je sais pas quoi. Ensuite, ici, c'est pour pouvoir modifier notre vue sur la feuille de papier qui est virtuelle. Donc, ce n'est pas une feuille de papier. Et ensuite, il y a l'outil sélection qui peut être un carré, un rond, aléatoire. Ou, non, pas aléatoire, je veux dire main libre. Main libre, mais en faisant que des lignes. Ou la fameuse baguette magique. La sélection dispose aussi de divers modes, comme ajouter pour pouvoir faire une sélection et resélectionner pour que cela s'ajoute, ou faire supprimer. On peut inverser aussi la sélection pour que ce soit l'inverse. Par exemple, là je désélectionne tout. J'ai envie de supprimer tout sauf cette boule blanche. Donc je vais la sélectionner, la boule blanche, je vais faire inverser et là je supprime et tout s'enlève. Bien sûr, ça ne concerne que le calque sur lequel on est. Si l'on veut aussi, par exemple, sélectionner tous les éléments que l'on voit sur l'image, même s'ils ne sont pas tous sur le même calque,
Ça me fait ça. On va appuyer à ce niveau. Alors là, ça vient de bugger, je sais pas pourquoi. Non, ça s'est passé. Ah. Donc avec l'outil maquette magique, si on veut par exemple sélectionner aussi ce cercle alors qu'il n'est pas dans le calque, on va appuyer sur la petite goutte d'eau qui va échantillonner tous les calques. Et là, ça va aussi nous sélectionner le petit cercle. Ensuite, il y a le niveau de tolérance. Ça veut dire, par exemple, on va prendre... Ensuite, il y a le niveau de tolérance. Ça veut dire qu'il va prendre plus ou moins les couleurs qui sont similaires. S'il n'y a pas beaucoup de tolérance, ça veut dire qu'il ne va prendre vraiment que le noir. Si on augmente un peu plus, il risque de prendre aussi les gris qui sont à côté. Ainsi de suite. Voilà. Bon. Tous ces outils aussi, on peut avoir des raccourcis directs que l'on peut modifier dans Modifier, Préférences. Ça, je l'expliquerai plus tard. Ensuite, ça c'est pour rogner l'image si l'on veut juste garder une petite partie, parce qu'en fait, on a fait une feuille de papier trop grande. Même si c'est pas du papier, je sais. Là, c'est pour pouvoir modifier le calque que l'on a sélectionné. Et pour le sélectionner aussi directement une partie du calque et le modifier. C'est aussi en complément avec l'outil par exemple de sélection qu'on vient de voir. On peut sélectionner plusieurs choses et les modifier avec ça, retourner, agrandir, etc. Ensuite, ça aussi, ça permet de modifier, mais par contre, il ne veut pas modifier une petite sélection particulière, il modifie vraiment tout le calque. Ça permet par exemple de le mettre en perspective en bougeant les points, faire comme si le dessin était à plat par exemple. Ça peut être pratique pour pouvoir disposer des éléments sur quelque chose en perspective. Plus, voilà. Ensuite, il y a le pot de peinture qui a aussi le même système de tolérance et d'échantillonnage comme dans la mode de sélection qui permet soit de faire des aplats, des petits dégradés, où là on peut modifier les dégradés facilement. Lorsqu'on clique sur un des points, on peut modifier la couleur. Et on peut soit le supprimer, soit en rajouter. Ça, c'est beaucoup utilisé pour faire des carrosseries de voitures ou des éléments métalliques. Il y a aussi ce dégradé où c'est comme un centre lumineux avec le même système des petits points que l'on peut bouger. Là, ici, c'est juste pour inverser. Par exemple, là, au lieu d'avoir la lumière au centre, on va l'avoir à l'extérieur. Et voilà. Ensuite, on a l'outil texte. Bon, c'est basique où on peut écrire. Voilà. On peut modifier la taille de la police, mettre en gras, en italique, souligné ou barré. On peut modifier la couleur, mais pour cela, il faut au préalable sélectionner notre texte pour pouvoir modifier la couleur et choisir les diverses polices d'écriture qui sont disponibles. Voilà. À noter que les calques de texte sont assez différents des calques de dessin, car on peut modifier le texte si on veut et rasteriser, c'est-à-dire le rendre comme un calque de dessin. Donc on ne pourra plus modifier ce qui est écrit. Et ce sera comme si on avait dessiné ces lettres. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est guide, les règles. La règle avec, qui indique aussi l'angle et les axes. Notez que ce qui est pratique avec la règle, c'est que lorsqu'on a je ne vais pas prendre ce stylo. Lorsqu'on a un pinceau avec des variations selon le niveau de pression,
cela va garder le niveau de pression qu'on a choisi. Contrairement à par exemple la barre ici qui va automatiquement prendre le niveau de pression le plus élevé du stylo sans prendre en compte la variation de pression. On a aussi l'ellipse que l'on peut transformer avec les divers points qui sont situés sur les côtés. À savoir que lorsqu'on bouge la taille de l'image, la taille de la règle ou des divers comment ça s'appelle, de ces divers outils, elle ne change jamais. On peut faire tourner mais pour un cercle, c'est pas le mieux, le plus utile. Donc, par exemple pour une ellipse. Hop là. On retrouve aussi cet outil, pistolet, qui existe réellement, qui permet de faire beaucoup de courbes très précises et que l'on utilise dans beaucoup de domaines. Il en existe plusieurs sortes. Là, on peut les sectionner les différentes avec ce petit bouton. Par exemple, s'il y a une courbe qui se situe dans la perspective, on peut tout à fait utiliser celui-là pour que cela suit correctement les lignes. Et il garde aussi la variation de pression, comme l'outil règle. Bon, on va effacer tout ça. Ensuite, il y a l'outil perspective qui est très pratique car on n'a pas besoin de se créer une grille parce qu'on peut directement être aimanté avec cet outil. Il y a la perspective en un seul point de fuite avec 2 points de fuite et on peut bien sûr modifier la position de ces points et de la ligne d'horizon grâce à ces boutons. On peut verrouiller les points de fuite, ça veut dire que on ne risque pas de les bouger si on les laisse comme ça. Par exemple, si je peins et qu'à un moment je fais ça, ça risque de bouger l'endroit où se situe le point et après de rendre la perspective un peu bancale. On peut aimanter ou ne désaimanter pour, par exemple, si on doit faire une courbe, pour ne pas que ça suit automatiquement et rendre la ligne invisible ou non. Pour plus de confort. Il y a aussi la perspective à 3 points de fuite. Il est où le 3e point? Ah, il est là. Voilà. Ou la perspective avec 5 points de fuite. On a aussi la symétrie qui permet de faire soit avec l'axe vertical, soit l'axe horizontal. On peut ajouter autant d'axes. Non. On peut soit garder un seul, soit garder les deux. On a aussi une sorte de symétrie avec plein de points comme ça, où on peut augmenter le nombre de sections ici pour faire des trucs vraiment hypnotisants. Là, mon PC il rame un peu, voilà. Ici, c'est pour, par exemple, ça va arrêter le trait à la ligne, alors que là, il va continuer à travers la ligne. Et là, c'est pareil pour l'autre, c'est pour soit le figer ou le rendre invisible ou non. Enfin, il y a des outils de tracé qui peuvent être utiles pour les débutants sur tablette graphique, car il permet d'avoir un trait assez propre et net, parce qu'au début, on a la tendance à avoir un trait assez tremblant. Celui-ci, c'est comme si on traînait une sorte de trait, et on peut augmenter la longueur de la sorte de laisse, on va appeler, selon le nombre. Ça permet aussi de retracer un dessin, par exemple, qu'on a fait sur papier, plus facilement. On peut baisser
peut baisser la taille de la laisse. Après, on a aussi celui-là, l'outil, qui va refaire le trait qu'on vient de faire, par exemple. Là, je fais quelque chose de tout tremblant. Je soulève le stylo et là, il m'a poli directement le trait. Ça peut être aussi utile au début pour lorsqu'on n'a pas l'habitude de dessiner et qu'on fait beaucoup de traits tremblants. Mais il ne faut pas trop s'habituer avec cet outil parce qu'après on aura du mal à faire des choses bien anguleuses, etc. Et même à force, ça aura un effet qui n'est pas du tout naturel. Ça fera trop rond. On peut augmenter aussi la force de la déformation à ce niveau. Ça peut être utile pour faire des traits bien droits, sans utiliser la règle ou le bâton, ou des cercles parfaits par contre. Là, c'est encore les formes. Bon, c'est basique. Le seul truc, c'est que ça prend directement la pression la plus élevée de notre stylo. Donc c'est vraiment pour, si on utilise des petits stylos, faire des formes précises dans des situations aussi précises. Et enfin là, c'est pour faire réapparaître les calques, les pinceaux ou les couleurs. Enfin, on va parler des raccourcis. Ah non, j'ai oublié de parler de ces deux petits trucs. Ça, c'est très pratique parce qu'il permet à la fois de modifier la luminosité de la couleur que l'on a en allant de haut ou en bas sans avoir besoin de passer par ça, par exemple, ou de rendre plus ou moins saturé, c'est-à-dire qu'il soit plus ou moins vif. Ça peut être très pratique lorsqu'on veut faire un dessin en niveau de gris, où on peut directement choisir les valeurs qu'on a besoin. Regarde. Donc si on clique aussi dessus, on peut faire apparaître une mini roue, où l'on peut aussi mettre des couleurs particulières. Comme si on n'a pas envie d'utiliser la grande roue chromatique. Celle-ci fonctionne de la même manière, sauf qu'il va modifier l'opacité, c'est-à-dire le niveau de transparence du pinceau. Plus on va vers le bas, plus c'est faible. Plus on va vers le haut, plus c'est haut. Et le flux, parfois, ou la taille, selon les pinceaux. Là, en l'occurrence, c'est la taille. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que tous ces outils disposaient de raccourcis. En effet, là, on va dans Préférences. Là, on peut modifier des paramètres qui peuvent nous être utiles si on a envie. Ça permet de modifier la taille de la fenêtre dès qu'on l'ouvre. Là, c'est par exemple le format d'enregistrement par défaut qui peut être TIFF, qui est moins répandu que PSD. Donc si vous voulez exporter votre fichier un peu partout, c'est plus pratique d'utiliser PSD. Le système, là pareil. Et les touches de raccourci. Donc là, on va trouver tout ce qui est CTRL S, CTRL N, etc. Modifier. Et surtout, tout ce qui est outils. Alors, deux raccourcis que je trouve vraiment très utiles sont Zoom, pivoter, déplacer zone dessin et l'outil modifier les propriétés du pinceau. Pourquoi ? Merde, oh j'ai fermé ça. Alors, le raccourci déplacer la vue va faire apparaître cette petite roue qui est vraiment très pratique. L'extérieur permet de déplacer la zone de dessin, l'intérieur de zoomer ou dézoomer, et celle-ci de faire des rotations.
C'est vraiment très pratique. Comme si on avait vraiment une feuille de papier sous la main. On la déplace comme on veut. On regarde de loin, etc. Et ensuite, l'autre raccourci dont j'ai parlé, que j'ai mis sur G pour modifier les propriétés du pinceau, pourquoi ça va en fait permettre de soit d'aller sur la droite ou la gauche, augmenter la taille ou la faire descendre, comme pour cette fenêtre, ou de faire baisser ou augmenter l'opacité. En fait, cette fenêtre, elle peut être fermée et on peut utiliser simplement ce raccourci. Voilà, je ne fais pas de dessin. Ensuite, il y a aussi d'autres raccourcis utiles, comme activer et désactiver la couleur de transparence et le sélecteur de couleurs qui existe aussi sur Alt, qui est la pipette. Bon, chaque fois qu'on ouvre et qu'on referme les préférences, ça nous ferme la fenêtre. Et donc, désactiver ou activer la couleur de transparence, ça permet de directement utiliser cet outil. Donc, si on veut faire par exemple des lignes, etc., on peut directement l'utiliser là. Bon, voilà un pigeon. Et vous vous laissez découvrir tous les autres raccourcis qui existent, parce qu'il y en a pas tant que ça, mais ils sont tous très utiles. Comme on peut afficher n'importe quelle fenêtre si l'on veut, utiliser des guides, etc. On peut aussi basculer entre deux pinceaux, ce qui est pratique si on veut par exemple utiliser un pinceau comme ça et en utiliser un autre pour colorier à l'intérieur. On peut facilement échanger sans avoir à lever le stylet et à devoir faire à chaque fois ce mouvement. Ensuite, il y a dans l'outil image tout ce qui est symétrique, comme on a pu voir ici. Voilà. Pour basculer aussi le calque en miroir, si on s'est trompé par exemple, ou je ne sais quoi, verticalement, etc. Ou mettre la zone de dessin en miroir, ça veut dire que tout ce qui est dans les calques, etc., sera aussi en miroir. Et lorsqu'on va exporter les fichiers, tout sera aussi en miroir. Donc si c'est juste pour pouvoir voir si on a fait quelques erreurs, il ne faut pas oublier de le remettre après. Et etc. On peut faire basculer à droite à gauche, etc. Ensuite, il y a le menu ajuster qui permet de modifier la luminosité et le contraste. Ce sont des outils de modification assez basiques qui peuvent être utiles en fin de dessin si on remarque que notre dessin est un peu trop saturé ou au contraire qu'il ne l'est pas assez. La teinte, ça veut dire les différentes couleurs qui existent, ça veut dire violet, orange, vert, etc. pour avoir une teinte plus ou moins rouge, plus ou moins verte, etc. La saturation, ça veut dire le degré de la puissance de la couleur. Donc, moins il y en a, plus ça va être gris. Et plus il y en a, plus ça va être très coloré. Et la luminance, c'est la luminosité. Donc, plus c'est lumineux, plus ça va être clair. Et moins c'est lumineux, plus ça va être sombre. Après, on peut appliquer ou réinitialiser les paramètres. Voilà. Et enfin, la gamme de gris. Pour transformer tout ça en gamme de gris, en noir et blanc, ou inverser les couleurs. Ça va pas marcher si c'est en gris. Voilà.
le marron devient du vert car c'est leurs couleurs qui sont opposées. Non, devient du bleu, voilà. Vous m'avez compris. Enfin, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est que lorsqu'on fait d'un fichier, on peut enregistrer, mise en page, tout ça. Bon. Ça, si on veut vraiment faire quelque chose de particulier, la mise en page. Et on peut aussi utiliser le fichier, créer un fichier flipbook qui permet de créer une petite animation. Donc là, on va garder ça, le nombre d'images par seconde. On peut modifier la résolution, le nombre d'images au total. En sachant que ça se divise qu'en 3 calques, on ne peut pas en avoir plus, et que l'arrière-plan ne peut pas être modifié entre les diverses images clés. C'est-à-dire si à une image clé qui n'est pas la même que la première, on modifie l'arrière-plan, ça sera modifié quand même sur l'arrière-plan. Oula, c'est pas censé être comme ça. Ah mais c'est normal, c'est parce que je peux dessiner sur. Voilà. Bon, ça permet de faire des petites animations rigolotes si on veut. Sachant que là, dupliquer l'image clé, c'est pour avoir une image clé qui sera la même. Insérer un cadre vide, ça veut dire insérer une frame qui en fait ne contiendra aucune information, donc elle sera la même que la dernière image clé précédente. Parce que, et là, c'est pour ajouter d'autres images clés. On peut Bon, on va essayer de faire une petite animation. On va supprimer l'arrière-plan. On va faire l'histoire comme de l'araignée qui joue à Genshin. Donc là, c'est avec l'arrière-plan, donc ça va pas du tout bouger. Donc ce que je veux animer, c'est juste une araignée qui tombe et un visage qui va pas être content. Donc la première image clé, comme c'est arrière-plan, que je ne vais pas le modifier, je vais sur le milieu de plan. Là, j'ajoute une nouvelle image clé, en sachant que je vais laisser tout ceci vide pour que cela dure environ 1 seconde, vu que c'est en 24 images par seconde. Là, si on le voit, pendant 1 seconde, on voit les yeux, etc. Et dès qu'on arrive sur celle-là, comme c'est une nouvelle image clé et qu'elle est différente de l'ancienne, les yeux vont disparaître. Si on veut voir les anciennes images clés, il suffit de cliquer ici. Et si on veut plus ou moins remonter des anciennes images clés, on appuie ici. Je fais... Bon, désolé, il n'y a pas de cheveux. Donc ça peut donner ça.
Bon, c'est pas ouf, mais vous m'avez compris. Bon, je pense que c'est assez clair normalement. Donc, ah si, j'ai une dernière chose à dire sur au niveau des calques. Donc là, j'ai recréé une feuille de papier et ça donne ça. Tous les modes de calque qui existent ici, ils sont rangés en catégories. Ceci, ça permet d'assombrir, là d'éclaircir et là de superposer, comme indique le premier mot qu'il y a. Donc on peut aussi utiliser. Et ça va permettre, c'est beaucoup utilisé en dessin pour faire par exemple, je veux faire une ombre, mais je reprends le même bleu, j'ai pas besoin de changer, je mets assombrir, bon, ça marche pas, je vais mettre multiplier et voilà, ça fait plus sombre. Si je veux éclaircir, je vais mettre en éclaircir, mais après il y a différents niveaux d'éclaircissement qui va changer selon les couleurs, etc. Ça c'est à vous de tester. Superposer, c'est pour, par exemple, si on veut faire des mélanges de couleurs. Et tout ce qui est teinte, saturation, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans le menu ajusté pour rendre peut-être une couleur un peu plus rouge, un peu plus verte, ou le rendre plus saturé en bleu. Honnêtement, j'utilise pas trop ces choses. Il y en a un qui est plutôt utile en fait, c'est le couleur. Par exemple, si on a une image et qu'on veut voir sa valeur de gris, sans passer par le menu gamme de gris qui peut parfois être pas assez fidèle aux réelles valeurs des couleurs. On va mettre tout un calque en noir, en aplat s'il vous plaît, en noir s'il vous plaît, ou en blanc, voilà. On met en couleur, et là ça va rendre tout le dessin qu'il y a derrière en valeur de gris, mais avec les bonnes valeurs des éléments. Donc franchement, ce logiciel est vraiment très pratique pour commencer. Il est assez simple et il n'y a pas trop d'outils disponibles. Donc il y a moins de risques de se perdre. Et même avec les outils basiques qui existent, on peut faire plein de belles choses. Je vais essayer de faire un time-lapse d'un dessin que je vais faire en utilisant juste les outils de la catégorie basique qui existent. Et ensuite, je ferai un autre jour une vidéo sur les paramètres des pinceaux pour expliquer comment fonctionnent ces paramètres pour pouvoir enfin créer nos propres pinceaux qui seront utiles à des besoins spécifiques. Voilà. J'espère que ça a été assez clair et que j'ai pas dit trop de merde. Au revoir.